Chères auditrices, chers auditeurs, merci à vous d'être venus si nombreux ce soir. Nous sommes heureux de vous accueillir ici de nouveau au Collège de France pour un entretien avec le professeur Aguillon à ma droite, titulaire de la chaire Économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Il s'agit de notre troisième manifestation de ce genre dans le cadre du cycle à la recherche d'un avenir commun durable. Et le 6 mars dernier, il était déjà question d'économie, puisque nous parlions plus précisément des transitions agricoles, des assurances et des acteurs, les comportements des acteurs sur le terrain, à savoir les agriculteurs. Et aujourd'hui, avec notre invité, il s'agira toujours d'économie, mais cette fois-ci avec un angle différent, puisqu'on parlera de l'innovation verte, et on verra comment la mettre au service de la transition énergétique et de la transition environnementale plus généralement. Permettez-moi juste une brève entrée en matière. Faire plus avec moins. En effet, c'était déjà un sujet la dernière fois, c'est celle de la justice sociale. La transition énergétique ne pourra pas se faire aux dépens des populations civiles, et ce, malgré le fait que les contraintes budgétaires soient de plus en plus fortes sur nos économies, notamment les économies occidentales. Or, justement, pour le professeur Philippe Aguillon, l'innovation dite verte, et on va définir ce que c'est l'innovation verte après, ça peut justement offrir une solution au changement climatique sans compromettre notre niveau de vie. Le projet dont nous allons parler aujourd'hui, et qui est notamment porté par le professeur Aguillon, mais aussi par le professeur Manguer, est soutenu par Avenir commun durable, qui est une initiative qui a été lancée en 2021 par une quinzaine de professeurs du Collège de France pour tenter d'adresser tous les enjeux possibles de la transition environnementale. Que ce soit l'histoire, les mathématiques, la physique, la chimie, le droit ou encore l'économie, comme ici, tous les savoirs et tous les domaines de la connaissance sont mobilisés. Et si Avenir commun durable existe et peut soutenir jusqu'à 6 projets de recherche en même temps, c'est grâce aussi à ses soutiens financiers, à savoir la Fondation du Collège de France, ses grands mécènes, la Fondation Covea et Total Energy, et ses mécènes, Forvia et Saint-Gobain. Mais revenons maintenant à notre projet en lui-même. Professeur Aguillon, bonjour. Bonjour. Je précise que pour la suite de la présentation, ça sera la seule slide qui sera projetée. Je mets ici les références du professeur sur lesquelles nous allons nous appuyer pour l'ensemble de cet entretien, de manière à ce que si vous souhaitez creuser le sujet ensuite, vous puissiez vous y référer. Donc, commençons peut-être par un petit peu de méthodologie, à savoir qu'est-ce qu'est une bonne innovation pour l'environnement selon vous ? Bon, disons que tout ce qui permet de ralentir le réchauffement climatique, peut-être de l'inverser, si possible, ou de s'y adapter, sont des innovations à prendre au sérieux. Ça recouvre beaucoup de choses. D'abord, il y a des innovations dans notre comportement. C'est sûr que maintenant, je laisse pas toutes les lumières allumées chez moi. Je parle, mais je viens d'un voyage au Chili, donc c'est vrai que j'ai pas, en termes de bilan carbone, c'est pas génial de faire. Mais j'essaie de prendre moins l'avion qu'avant. Ou dans nos habitudes, il faut qu'on soit un peu plus mindful, comme disent les anglo-saxons, des aspects environnementaux. Donc je pense qu'il faut innover dans nos comportements, la sobriété. Voilà. Maintenant, il y a aussi des innovations qui sont ce qu'on appelle des innovations d'atténuation, c'est-à-dire qui cherchent à ralentir le réchauffement climatique. Alors, par exemple, si on redécouvre des sources d'énergie renouvelables, de nouvelles sources d'énergie renouvelables qui soient pas chères, abordables, on mise sur la fusion nucléaire, l'hydrogène, etc. Évidemment, ça ralentit, ça aide à ralentir le réchauffement climatique. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des innovations d'atténuation. Il y a des innovations d'adaptation. Par exemple, la construction de digues, puisqu'il y a augmentation du niveau de la mer. Donc, comment on s'y adapte ? Est-ce qu'on peut construire des digues meilleur marché, plus efficaces, etc. Les systèmes d'air conditionné, il y a des pays ou des régions qui deviennent invivables avec le réchauffement climatique. Eh bien, ils ont besoin de systèmes d'air conditionné. Est-ce qu'il y a des systèmes qui consomment moins d'énergie, qui seront moins chers à acquérir ? Tout ça, c'est des innovations d'adaptation. Et puis, il y a des gens qui travaillent sur des innovations dites d'amélioration.
d'épuration, c'est-à-dire qui vise au refroidissement de l'air. Alors, je sais que quand je mentionne ça, je provoque en général des sourires, des rires un peu narquois, mais il y a par exemple le département de physique de Harvard travaille sur la géo-ingénierie, et la géo-ingénierie, c'est d'exploiter un peu ce qui se passe quand il y a des éruptions volcaniques, eh bien, l'air se refroidit parce que les particules de soufre dans l'air font écran et refroidissent l'air. Ben, ces gens-là travaillent, essaient de voir est-ce qu'on peut maîtriser cette technologie et limiter les effets secondaires et dire, voilà, je peux émettre du soufre dans l'air, etc. Jusqu'où je peux aller en exploitant cette technologie de géo-ingénierie. Il y a des gens qui travaillent sur l'idée d'abat-jour géant dans l'espace pour essayer de... En tout cas, il y a des gens qui travaillent sur des techniques de refroidissement d'air, voilà, avec chacune des effets secondaires et qu'ils essaient de maîtriser. Mais c'est quand même des gens sérieux, comme le département de physique d'Harvard, c'est pas les gens les plus idiots de la Terre, et ils travaillent très sérieusement sur ces technologies-là. Donc en fait, vous voyez, on voit, il y a beaucoup d'innovations, puis je parlerai aussi des innovations qui vous amènent davantage vers la qualité plutôt que vers la quantité. Mais l'innovation, c'est quelque chose de un éventail très large, mais c'est évident, enfin, moi, mon sentiment, c'est qu'on n'arrivera pas à combattre le changement climatique simplement en disant, je vais vous mettre une taxe carbone, point barre. L'innovation verte, dans tous les sens que j'ai utilisés, sera au cœur de tout succès dans la stratégie de lutte contre le changement climatique. Il ne peut pas y avoir, pour moi, de lutte sérieuse contre le changement climatique sans innovation verte, mais avec cet éventail très large d'innovation auquel j'ai fait référence, et je n'ai pas couvert tout ce qui peut être fait. Et voilà, donc des gens, voilà, Marc est là, et d'autres, nous avons des collègues qui travaillent sur les batteries, qui font des choses formidables, ou dans d'autres domaines, et tout ça, c'est de l'innovation verte, justement. Voilà. Mais pour l'innovation verte, Autocoin, et ce qui est intéressant, c'est que les économistes qui ont commencé à travailler sur le climat, dans leur modèle économique, il n'y avait absolument pas l'innovation. Par exemple, Nordhaus, qui a eu le prix d'économie Nobel en 2018, il y a zéro innovation. Enfin, lui est peut-être innovant lui-même, mais il y a zéro innovation dans ses modèles économiques. Donc ma contribution, avec d'autres collègues, dont un qui a eu le Nobel cette année, ça a été d'introduire vraiment l'innovation dans les modèles économiques, vraiment développer des modèles de croissance verte, où on réconcilie croissance et maîtrise de l'environnement. D'accord. D'ailleurs, j'en profite, puisque vous me permettez de le faire, mais vu qu'on parlait de géo-ingénierie, sachez que Avenir commun durable fait un colloque sur le sujet le 15 mai, je crois, dans cet amphithéâtre-là même. Donc vous êtes aussi les bienvenus. Juste, vu que ce n'est pas moi qui en parle, mais vous en parlez déjà dans le premier article qui est cité ici, mais oui, où il est souvent fait question dans le débat public de la question de la décroissance. Vous parliez tout à l'heure de privilégier la qualité sur la quantité. Est-ce qu'il faut promouvoir la décroissance? Qu'est-ce qu'on entend par décroissance? Voilà. Alors, c'est vrai que historiquement, d'abord, il y a des gens qui ont pensé qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique. Et ensuite, il y a eu des gens qui ont pensé qu'il y en avait, que ça n'avait rien à voir avec les activités humaines. On a eu même un ministre, un célèbre ministre de l'Éducation, qui était un grand géologue, qui est décédé récemment, qui était un grand climato-sceptique, monsieur, voilà. Mais Claude Allègre. Voilà. Enfin, je ne peux pas donner de nom, mais qui était un homme par ailleurs tout à fait, qui était un homme parfaitement respectable. Mais voilà. Bon. Donc en tout cas, voilà. Ce qui est intéressant quand même, c'est que on voit que historiquement, le réchauffement a à voir avec la croissance. C'est quand même très difficile de le nier. On sait par exemple qu'il y a un économiste qui s'appelait Madison, qui a essayé de reconstituer ce qu'aurait pu être le PIB mondial depuis l'an 0 après Jésus-Christ, l'an 1 après Jésus-Christ, jusqu'à nos jours. Alors avec des données d'urbanisation, avec différents... Évidemment, il n'y avait pas l'INSEE n'existait pas, il n'y avait pas l'équivalent de l'INSEE remontant très très loin. Et il a découvert qu'en gros, il y a eu des épisodes de croissance dans différents endroits du monde, à Venise, ailleurs, mais c'était jamais vraiment durable, et que la croissance mondiale a vraiment décollé avec la première révolution industrielle en 1820. C'est vraiment là que... Donc la croissance telle qu'on la connaît maintenant, c'est un phénomène assez récent, qui date d'il y a 200 ans, quoi. Qui n'est rien comparé en regard de l'histoire humaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les courbes d'évolution de la température, elles décollent exactement au même moment, quoi. Elles commencent à monter au même moment. Donc il y a quand même une coïncidence très troublante entre le décollage de la croissance et celui de la température. Voilà. Et par ailleurs, si on voit des pays comme la Chine et l'Inde, on voit que leurs émissions de CO2 commencent à monter très fort
au moment où ces économies se mettent à croître vraiment, quoi. Donc voilà, ça ne vaut pas preuve causale, mais il y a ce qu'on appelle du smoking gun, il y a vraiment disons, des indices très forts d'un lien entre la croissance. Alors ça a conduit certains économistes à dire, puisque la croissance est une source de réchauffement climatique, inversons les horloges, quoi. Voilà, revenons à avant. Mais c'est assez irréaliste. Nous avons connu avec le confinement, on a fait l'expérience de la décroissance chez nous. Entre mars et mai-juin 2020, le PIB français a baissé de 35% et les émissions de CO2 de 8%. Mais est-ce qu'on aimerait être... On était obligé, on n'avait pas les vaccins à l'époque. Est-ce qu'on peut se permettre la décroissance? Ça a eu des effets secondaires. Alors il fallait, évidemment, à l'époque, c'était le seul, il fallait absolument le faire. Mais la décroissance a des effets secondaires très indésirables. Enfin, par exemple, pour les pays en développement, ça veut dire la stagnation, ça veut dire, dans les pays les moins développés, ça veut dire de la pauvreté qui augmente, de la mortalité qui augmente. Donc la vraie décroissance, c'est un peu un luxe de bobo, quoi. C'est-à-dire quand on habite dans le 6e, on peut dire la décroissance, mais quand tu habites dans un pays très pauvre, la croissance, c'est ce qui a permis de réduire les inégalités mondiales. Je veux dire, c'est parce que la Chine et l'Inde et d'autres pays ont décollé que les inégalités mondiales ont baissé. Alors, à l'intérieur des pays développés, elles ont augmenté. Mais mondialement, les inégalités ont baissé parce que ces pays ont pu décoller. Et si on leur avait dit non, pas de croissance, eh bien, ces pays n'auraient pas pu sortir de la pauvreté autant qu'ils l'ont fait et rattraper autant qu'ils l'ont fait notre niveau de vie. Donc, si vous voulez, la décroissance en termes de dire plus de croissance et pas d'innovation, ça, c'est un discours extrême. Mais en fait, il y a des avocats intelligents de la décroissance. Donc, il y a toujours les extrémistes et les moins extrémistes. Les extrémistes vous disent, je ne veux pas entendre parler de technologie, je ne veux pas entendre parler d'innovation, et je ne veux pas entendre parler du tout de croissance. Les gens plus intelligents vous disent des choses très valables. 1, la sobriété. J'y crois beaucoup. 2, il faut aller de la quantité vers la qualité. Moi, je suis d'accord. 3, ils vous disent, la croissance du PIB, du produit intérieur brut mesuré, ne vous dit pas tout. Je pense que sur ces 3 points, ils ont raison. Et donc, moi, en fait, ce que j'ai fait, j'ai mes travaux actuels, je développais un modèle de croissance où en fait, ce qui se passe, c'est qu'à mesure qu'on se développe, eh bien, on va davantage vers la qualité. C'est ça qu'au début, quand on est à un niveau de subsistance, on va plutôt pour la quantité, mais à mesure qu'on se développe, on va davantage vers la qualité. Vous allez dans un bon restaurant, vous allez commander un plat qui est cher. Le plat est cher parce qu'il y a du service dans le plat, et le service, c'est quelque chose qui est moins polluant que le manufacturier. Donc, vous allez dans le service et vous faites quelque chose, s'il y a une demande de qualité. Et ce qui est intéressant, c'est que les économies, quand elles se développent, par dollar dépensé, alors évidemment, il y a un effet d'échelle qui font qu'on consomme davantage, mais par dollar dépensé, eh bien, on se rend compte qu'à mesure que les économies se développent, eh bien, elles vont davantage vers des demandes pour le service, et ce qui fait qu'il y a davantage d'innovation dans les services, et donc on passe petit à petit d'une croissance par la quantité à une croissance par la qualité. Et ce qui est intéressant, c'est que donc les biens qui incorporent de la qualité sont des biens qui sont intensifs en service, et les services, c'est moins polluant que le manufacturier. Donc c'est intéressant parce que quand les pays se développent, il y a cette tendance à aller vers la qualité et vers le service, qui est moins polluant. Donc évidemment, on peut accélérer ce mouvement, mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ce qui est intéressant, c'est que la partie qualité est moins mesurable. Par exemple, aujourd'hui, eh bien, vous n'avez plus besoin d'aller dans une agence de voyage pour réserver un billet d'avion. Vous économisez du temps. Ça, ce n'est pas mesuré dans le PIB. Vous allez chez un dentiste aujourd'hui, par rapport à il y a 60 ans, c'est tout à fait différent. Et ce n'est pas mesuré dans le PIB. C'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas la croissance quantitative, c'est la croissance de votre qualité de vie. Eh bien, on peut tout à fait avoir une économie qui assure une croissance de la qualité de vie. Et ça passe par l'innovation, et pour l'innovation qui va vers la qualité. Ça veut pas, et bien que, en termes de PIB strictement, on ne voit pas beaucoup de croissance. Mais la croissance effective, qui inclut la croissance de qualité, elle est là. Donc moi, je peux répondre, je peux dire à quelqu'un de la décroissance, un avocat intelligent de la décroissance, je peux lui dire, tu crois dans la sobriété? Moi aussi. Tu crois dans la qualité, la croissance par la qualité? Moi aussi. Tu crois que le PIB, ce n'est pas le début et la fin de tout? Je suis d'accord. Mais pour autant, je ne lâche pas sur l'innovation,
qui va quand même nous sortir, c'est l'innovation verte, mais c'est l'innovation aussi qui vous amène vers la qualité, donc ça s'ajoute à toutes les innovations que j'ai mentionnées avant. Et je crois dans la croissance au sens de l'amélioration de notre qualité de vie, et ça, il y en a sans arrêt. Je veux dire, on innove tout le temps. Alors, il y a des innovations qui sont bonnes, des innovations qui sont moins bonnes, mais l'État et la société civile peuvent jouer un rôle pour inciter à de meilleures innovations, à de moins bonnes innovations. Donc, mais c'est là que, vous voyez, je peux quand même dialoguer avec un économiste de la décroissance, mais là où je tiens bon, c'est que j'ai dit, moi, je crois dans l'innovation. Je pense que c'est l'innovation qui va nous sortir de là. On peut la diriger par des politiques, hein, on peut en tout cas l'orienter. Et je crois beaucoup dans la croissance au sens de la croissance de notre qualité de vie. Et elle ne cesse de croître, notre qualité de vie. Mais il y aurait donc un problème sur les outils de mesure, au sens où, par exemple, le PIB comme outil de mesure qualitative de la croissance, ce n'est pas possible. Donc il faudrait réinventer... Ce n'est pas le seul outil, quoi. Il y a d'autres moyens de regarder. On regarde d'abord la production d'innovation, la qualité des innovations. On peut regarder ça en regardant les citations des brevets, en regardant les textes de brevets. On peut regarder la création de nouvelles entreprises. On peut regarder... Voilà, il y a différentes mesures qui reflètent cette croissance et qui ne sont pas pleinement... et qui ne sont pas simplement la croissance du PIB mesuré. Alors, on a vu maintenant la définition de ce que c'était qu'une bonne innovation. Est-ce qu'on peut parler maintenant des outils économiques à notre disposition pour orienter justement l'innovation vers des technologies, des services ou des produits plus verts? Quelle est la malle à outils à notre disposition? Non, il y en a beaucoup, mais disons qu'il y a plusieurs gros outils. Il y a d'abord la taxe carbone. Je pense que c'est utile. C'est-à-dire le prix du carbone. C'est-à-dire que si de nouvelles technologies deviennent disponibles, c'est évident que tant que le prix du carbone est trop bas, beaucoup d'entreprises hésiteront beaucoup à les adopter, quoi. Voilà. Donc il faut d'un côté que se développent les nouvelles technologies, et c'est là que la politique industrielle verte, que l'innovation verte et tout ce qu'on peut faire pour la pousser est important. Mais s'il n'y a pas à côté un prix du carbone qui augmente à, disons, un rythme raisonnable, eh bien les gens n'ont pas l'incitation à produire et innover vert. Voilà. Et j'ai fait des travaux, et d'autres ont fait des travaux, qui montrent qu'effectivement, le prix du carbone est un incitant pour les entreprises de s'orienter davantage vers la production et de l'innovation verte. Voilà. Donc le prix du carbone est une chose importante. Mais ce n'est pas le seul outil. Il faut en même temps une politique industrielle verte, c'est-à-dire de co-investissement entre l'État et le privé. Voilà. De la même manière qu'on a construit des chemins de fer en France, c'était à la fois l'État et des compagnies privées qui ont construit des chemins de fer, ben je crois beaucoup dans un co-investissement public-privé pour pousser l'innovation verte, des vraies politiques industrielles vertes. Voilà. Et je crois qu'il faut les deux jambes. Voilà. Qu'est-ce qui a provoqué la crise des Gilets jaunes aussi? C'est qu'on a obligé des gens qui habitaient dans des pavillons de grandes banlieues de villes, on les avait encouragés pendant des années à acheter des voitures diesel. Et on n'a jamais développé de transport suburbain, hein, comme des RER, etc. Et à un moment donné, on leur a dit, hop, on vous augmente le prix du diesel. Et il n'y avait pas d'alternative. S'il y avait eu des alternatives, des tramways comme en Suisse ou comme dans d'autres pays, ou des systèmes de S-Bahns comme en Allemagne, où ils ont de mauvais transports de ville en ville, intercités, moins bons que chez nous, mais ils sont très bons dans les transports banlieues. Voilà, s'ils avaient des transports, voilà, et bien à ce moment-là, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le mouvement des Gilets jaunes, parce que les gens disaient, ben, moi je ne prends pas ma voiture, mais je peux prendre le tramway, je peux prendre ce qui s'est passé, c'est qu'on a augmenté le prix du diesel en 2018 sans qu'il y ait d'alternative, vous voyez. Donc il fallait bien une politique industrielle, d'un côté, OK, le prix du carbone, mais de l'autre côté, on vous offre des alternatives. Et pour que ces alternatives soient disons, vous puissiez vous les offrir, qu'elles soient abordables, il faut de l'innovation. Parce que l'innovation, elle vous permet aussi c'est pas seulement de trouver complètement de nouvelles sources de technologies, c'est que même des technologies existantes deviennent moins chères. Par exemple, l'air conditionné, ça existe. Mais peut-être que demain, on fera de l'air conditionné qui consomme moins d'énergie et qui est moins cher à acquérir. Et ça, il faut de l'innovation pour ça. Les voitures électriques, on va les améliorer. Pour le moment, il faut charger. On améliore les batteries et on les rendra. On rendra une voiture électrique beaucoup plus, moins demandeuse, disons, de rechargement, etc. Et en même temps moins cher. Voilà. Et ça, c'est de l'innovation. Tout ça, c'est. Donc, il faut d'un côté l'innovation et investir dans l'innovation verte. Et ça, c'est la politique industrielle. Et c'est qui fait ça. Et de l'autre côté, le prix du carbone,
qui est là comme incitant, parce que si le prix du carbone n'augmente pas à mesure que les technologies deviennent disponibles, malgré la disponibilité des technologies, spontanément, et ça c'est un truc très important, les entreprises qui ont beaucoup innové dans des technologies polluantes dans le passé tendent à continuer d'innover dans des technologies polluantes dans le futur. On tend à continuer à faire ce qu'on a fait dans le passé. Et c'est là qu'il faut la carotte et le bâton. La carotte, c'est la disponibilité et l'aide qu'on vous donne pour innover et consommer plus vert. Et l'autre, c'est le bâton qui est, si malgré ces nouvelles technologies ou ces nouveaux moyens de transport, vous prenez votre voiture, etc., et que vous prenez des voitures polluantes, ben là, vous pouvez payer davantage. Ça, je trouve que c'est... Et ce qui est intéressant, c'est que de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est surtout la taxe carbone et les marchés, les permis, les marchés de permis, c'est surtout le côté prix qu'on a mis en évidence, en valeur en Europe, qu'on a privilégié, alors qu'aux États-Unis, c'était des politiques industrielles vertes. C'est intéressant et moi je crois qu'il faut les deux. Mais c'est intéressant qu'en Europe on fait davantage la taxe carbone et de l'autre côté de l'Atlantique on fait davantage la politique industrielle verte. Et moi je pense qu'il faut les deux jambes. Et d'ailleurs, c'est ce que vous regardez dans le deuxième article qui est projeté ici. Vous avez aussi fait la comparaison avec la Chine. Quelles sont les différences? Et pour revenir ensuite aux États-Unis et à l'Europe, est-ce qu'il y a des différences dans le résultat? Alors la Chine, c'est un pays très compliqué. Donc j'ai fait dans mon cours au collège, j'ai pas mal parlé, j'ai fait tout un cours sur la Chine. Donc si vous allez sur le site, vous pouvez voir. Bon, je n'ai touché que du doigt comme ça, quoi. On peut faire plusieurs années de cours au Collège de France sur l'économie chinoise. Mais ce qui est intéressant avec la Chine, c'est que c'est un pays qui s'est engagé dans l'innovation, y compris dans l'innovation verte. Ils produisent des voitures électriques, les panneaux solaires. Enfin, je veux dire, ils sont en pointe dans des domaines où ils ont beaucoup investi. Le gros problème de l'Europe, c'est que, mais ça on y reviendra, l'Europe a sous-investi dans l'innovation de rupture. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a le rapport Draghi, le rapport Letta, le rapport de la Bocconi. Les États-Unis ont investi beaucoup dans l'innovation, la Chine également. Et nous, en Europe, on a sous-investi dans l'innovation de rupture. On est resté cantonné, pour l'essentiel, à des innovations incrémentales dans le mid-tech, alors que les États-Unis et maintenant la Chine essayent d'aller vers le high-tech. Ils ont donc un avantage comparatif pour la suite. En tout cas, ils se donnent les moyens. Alors maintenant, ce qui est quand même la bonne nouvelle, c'est qu'il y a l'effet Trump. Alors je ne me réjouis pas de ça, mais Trump ça a réveillé l'Europe. Tout d'un coup, l'Allemagne a décidé qu'il fallait investir. Ça, c'est une formidable nouvelle. Jusqu'à maintenant, l'Allemagne était obsédée par l'hyperinflation des années 1930. D'accord. Et il fallait surtout économiser. Et maintenant, tout d'un coup, on a une Allemagne qui dit il faut investir. Alors là, il parle de défense, mais aussi d'autres industries. Voilà. Et donc, c'est quand même une Allemagne qui est prête à investir. L'Angleterre, je pense, est prête à investir. Donc l'Angleterre, l'Allemagne, la France, je pense qu'ensemble, on peut avoir une Europe qui se réveille, qui dit nous, on va devoir avoir notre... Voilà, compter mondialement, parce que sinon, si on voit les brevets européens, alors c'est très intéressant parce qu'en termes de recherche fondamentale, les innovations de rupture citent beaucoup des papiers de recherche européens, mais les innovations de rupture se produisent ailleurs. Parce que l'innovation est financée ailleurs, et pas assez bien chez nous. Voilà. Et donc l'Europe a les moyens, on a les merveilleux chercheurs, on a des mathématiciens, on a des merveilleux physiciens, chimistes extraordinaires, et on a donc les moyens en Europe d'être à la pointe. Mais il faut que l'Europe se donne les moyens et investisse, et pas juste dans la défense, mais dans les domaines comme l'IA, la transition énergétique, la santé, et se mettre au meilleur niveau possible. On a été des leaders, donc, mais il ne faut pas laisser que la Chine et les États-Unis prendre tout. Il faut que l'Europe s'affirme également. Mais là, l'espoir, c'est que justement, on a une Allemagne qui est prête finalement à jouer le jeu de l'investissement. Donc voilà, ça c'est un élément d'optimisme. Donc du coup, l'Europe est en train de renouer avec un certain volontarisme industriel. En tout cas, oui, parce que également en Europe, ce qui se passait, c'est qu'on avait l'idée de Maastricht. Maastricht, c'était le déficit ne dépasse pas 3% du PIB, quelles que soient les dépenses faites. On mettait sur le même plan dépenses d'investissement dans la croissance et dépenses de fonctionnement. Maintenant, on commence à voir qu'il ne faut plus que les dépenses de défense soient comptabilisées. Mais moi, j'aimerais que plus généralement, toutes les dépenses de croissance ne soient pas comptabilisées. Tu vois, donc déjà, mais c'est déjà un premier pas. Deuxièmement, la politique de la concurrence. Au nom de la politique de concurrence en Europe, on s'interdisait toute aide sectorielle d'État. Donc on interdisait toute politique industrielle. Elle se faisait un peu sous le boisseau, quoi. Mais en gros, au nom de la politique de concurrence, on allait contre toute idée de politique industrielle. Maintenant, on vient à l'idée, petit à petit, qu'il faut, un peu comme aux États-Unis, les fameuses DARPA, les Defense Advanced Research Project Agency, qui sont des manières de faire de la politique industrielle qui est compatible avec la concurrence.
La Defense Advanced Research Project Agency, c'était créé dans les années 50 aux États-Unis parce qu'ils faisaient la course avec l'Union soviétique dans le domaine de l'espace et de la défense. Il y avait des missions très claires, mettre un homme dans l'espace dans les 2 ans. C'est donc, tu as certains domaines où la recherche de base a été faite et il faut transformer cette recherche de base en innovation opérationnelle. Il faut coordonner des acteurs et des moyens. Et donc, ils ont créé la DARPA, la Defense Advanced Research Project Agency. L'argent vient d'en haut, il y a des chefs d'équipe qui viennent de l'industrie ou du milieu académique, et on leur donne de l'argent pendant 3 ans, et ils peuvent, eux, librement susciter des projets concurrents. Et c'est le GPS, l'Internet, la navigation autonome, tout ça, c'est des inventions qui, quelque part, ont résulté directement de la DARPA aux États-Unis. Et dans le domaine biologique, c'est la fameuse BARDA, les vaccins ARN messagers. Si on est tous là aujourd'hui, c'est essentiellement grâce aux vaccins ARN messagers. Normalement, ça aurait dû être en France, puisque l'Institut Pasteur a été pionnière dans l'ARN messager, mais ça ne s'est pas fait en France. Et même Pfizer, qui était un laboratoire qui a démarré en Europe, finalement, pour la production de vaccins, ils ont dû partir aux États-Unis, parce que c'est là qu'il y avait, c'était la fameuse BARDA, qui est l'équivalent pour la biologie de la DARPA, pour développer à grande échelle les vaccins et dire, voilà, en 1 an ou 2, on fait en sorte que tout le monde soit vacciné. Et ça, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est compatible. Il y a une partie qui vient de haut en bas, l'argent vient de haut en bas, ministère, etc. Mais en même temps, les chefs d'équipe suscitent des projets concurrents. Et ça, c'est la partie de bas en haut. Et donc, c'est une manière de faire de la politique industrielle qui est pro-concurrence. Il y avait beaucoup de labs qui ont bénéficié de l'argent de la BARDA pour produire des vaccins. Et il y a eu beaucoup de laboratoires, beaucoup de recherches qui ont profité de l'argent de la DARPA. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a l'idée de dire cessons d'interdire la politique industrielle au nom de la politique de concurrence. Il faut de la concurrence, c'est très important parce qu'on innove pour échapper à la concurrence. La concurrence est un moteur d'innovation, c'est un moteur d'émulation, mais en même temps, il ne faut pas que ça empêche la politique industrielle, mais il faut une politique industrielle qui soit pro-concurrence. Et là, je pense qu'en Europe, petit à petit, je vois des gens qui avant étaient très anti-politique industrielle, en Italie, en France et ailleurs, et qui maintenant viennent à l'idée qu'il faudrait en Europe l'équivalent des DARPA américaines. Donc ça, c'est une évolution très positive. Alors par contre, se pose la question, comme on disait tout à l'heure, des contraintes budgétaires. On ne pourra pas forcément tout financer. Comment donc optimiser nos choix économiques et quels sont les échelons des chaînes de valeur qu'il faudrait privilégier? Bon, alors ça, je ne vais pas définir toutes les priorités. L'essentiel. Déjà, je pense, ce que dit le rapport Draghi, c'est pas juste du financement. Ce que dit Draghi dans son rapport, c'est que déjà, un des premiers problèmes qu'on a en Europe, c'est l'absence d'un marché unique. Nous n'avons pas vraiment un marché unique en Europe. Le marché européen est très segmenté. On se plaint beaucoup des tarifs de Trump, mais en fait, il y a eu un article très intéressant de Draghi lui-même dans le Financial Times il y a 1 mois, montrant que les barrières étaient beaucoup plus importantes entre pays européens. Chaque pays a introduit ses réglementations. Donc c'est évident que quand tu fais une innovation, tu veux être sur un marché assez grand pour ton innovation. Si le marché européen est tellement segmenté que ça ne vaut pas le coup de développer ton innovation en Europe. Donc déjà, de compléter, d'arriver à un vrai marché unique, ça serait déjà un stimulant d'innovation formidable. La deuxième chose que dit le rapport Draghi, c'est qu'on a un écosystème d'innovation financier qui n'est pas adéquat en Europe. Quand tu innoves, tu vois par exemple quand tu es une start-up, une nouvelle entreprise, disons, l'outil le plus adapté pour l'innovation d'une start-up, c'est le capital risque. Parce que tu veux quelqu'un, toi, tu n'as pas de collatéral, tu n'as pas, je veux dire, le mot en français qu'on dit pour collatéral, c'est oh là là, ce que tu mets à côté du capital pour le... Je devrais savoir, moi, comme j'ai appris en anglais, et je devrais le dire, tu n'as pas sur quoi gager tes investissements. Si je fais un emprunt, je n'ai rien sur quoi gager mon emprunt, d'accord ? Et donc, il faut quelqu'un qui est prêt à vous prêter de l'argent, c'est quelqu'un qui dira, bon, tu n'as rien à me donner, tu as des idées, donc moi je veux avoir une partie du contrôle, je veux quand même contrôler ce que tu fais au départ, et je veux avoir une bonne partie des bénéfices. Et à mesure que tu vas réussir et t'enrichir, tu vas pouvoir mettre l'argent que tu as accumulé comme gage à des prêts futurs. Et donc petit à petit, c'est comme des parents et des enfants. Au début, je te contrôle, et puis à mesure que tu grandis, je te laisse davantage d'initiative. C'est ça le capital risque. Et petit à petit, je laisse davantage de contrôle aux entreprises et je prends une part plus petite des bénéfices. Voilà, ça, le capital risque est un outil très adapté
pour l'innovation qui démarre, voilà, l'innovation très en pointe. Et ensuite, quand les entreprises plus grandes, c'est ce qui joue un rôle important, c'est les investisseurs institutionnels, les fonds de pension, les fonds de retraite, les fonds mutuels. Mais comme nous avons un système de retraite par répartition en France, ça ne favorise pas les fonds de pension. Alors les Suédois ont trouvé des moyens de développer des investisseurs institutionnels, bien qu'ils aient un système essentiellement par répartition. Donc le rapport Draghi mentionne le fait que dans ce domaine-là, les Suédois ont été pionniers. Ils ont montré que malgré le fait qu'on ait un système par répartition, on peut développer des investisseurs institutionnels pour favoriser l'innovation dans des plus grandes entreprises. Qu'est-ce qu'ont fait les Suédois, justement, juste pour clarifier? Alors, j'ai oublié le détail de ce qu'ils ont fait, mais c'est que automatiquement, une partie de l'argent que vous mettez de côté, c'est comme si on faisait un peu de capitalisation à côté de la répartition. Mais pas vraiment. C'est une partie de l'argent de vos impôts que vous mettez de côté alimente des fonds mutuels et des fonds qui financent l'innovation. C'est une façon de faire un peu d'épargne forcée, voilà, qui est canalisée vers des investisseurs institutionnels. Vous avez un garantie minimum, mais quand même une partie qui sert à capitaliser. Voilà, vous avez un socle de répartition, mais on vous incite, disons, à ce qu'une partie des impôts que vous payez ou une partie des cotisations que vous payez alimente des fonds qui, eux, financent l'innovation. D'accord. Et donc, sur la chaîne de valeur, imaginons qu'on voudrait rendre un produit plus vert. Est-ce qu'il vaut mieux aller en aval ou en amont? Attendez, qu'est-ce que là vous avez un choix. Vous avez un choix budgétaire. Vous avez des choix budgétaires contraints. Ah, si on doit aller plus en aval, plus en amont. Ça dépend où c'est. En général, si on démarre c'est l'important de partir plus en aval, c'est que ça fait une demande pour les trucs amont, quoi. Donc, à truc égal, si on a électrifié nulle part et granifié nulle part, c'est pas mal de commencer en aval parce que ça fait une demande pour les segments amont. Mais il se peut que vous soyez déjà démarré très avancé dans les segments amont et que vous ayez des avantages comparatifs dans des segments amont. Et à ce moment-là, vous allez dans les segments amont. C'est-à-dire que ça doit dépendre à la fois de vos compétences acquises et il se peut que vous soyez bien meilleur dans des niveaux plus amont. Et à ce moment-là, vous commencez dans ces niveaux-là. Mais c'est vrai que l'avantage du niveau aval, c'est que l'aval fait une demande pour les niveaux amont, quoi. Et la demande passe par de bas vers le haut, quoi. Des niveaux qui sont le plus près de la consommation vers les niveaux l'input de l'input de l'input, quoi. D'accord. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si jamais on a des choix vraiment limités, il vaut mieux aller au plus près du consommateur pour imposer des normes. Oui, sauf que si on est très bon dans des segments amont, on exploite quand même ces avantages comparatifs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas quand même dire, moi je ne suis pas bon là-dedans. Si je suis très bon dans les batteries, je vais pas dire non, j'abandonne les batteries, je vais juste dans les voitures électriques et je ne vais pas innover dans les batteries. Et on est très bon dans les batteries en France, donc on a raison d'exploiter notre avantage comparatif dans les batteries. Et comment en Europe peut justement piloter cette vision stratégique pour l'investissement? Parce que ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, chacun joue sa partition nationale. Est-ce que l'Europe peut arriver à avoir une vision stratégique globale sur l'ensemble du vieux continent? Mais je crois beaucoup dans les DARPA. Vous voyez, l'avantage des DARPA, c'est que on peut dire, voilà, il y a certaines missions et j'aurai des projets concurrents. Donc, il y a compétition, quoi. On fait jouer la concurrence quand même. Et puis, je crois beaucoup dans les partenariats publics-privés également. L'État peut dire, voilà l'objectif que j'ai, mais je veux du cofinancement avec le privé. Parce que souvent le danger, sinon je démarre des projets et je les arrête jamais, quoi. Tu vois, donc, si tu fais du cofinancement public-privé, si le privé s'en va, tu sais que voilà, il faut s'arrêter. Pas forcément. Des fois, il y a un objectif social et le privé ne veut pas le remplir et il y a une raison évidente pour laquelle tu dois rester. Mais disons qu'il faut avoir, des garde-fous dans la gouvernance qui fait que la concurrence est préservée. Je pense que le cofinancement public-privé est quelque chose d'important. Ça te donne des mécanismes d'exit. Il faut qu'il y ait dans la gouvernance différents aspects qui fait que tu limites que tu évites les mauvais côtés des mauvaises politiques industrielles. Les mauvaises politiques industrielles, c'est que tu choisis au pifomètre tu fais des mauvais choix et tu n'en sors jamais, quoi. Voilà. Ça, c'est une chose que tu veux minimiser. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une tendance pendant plusieurs années à dire évitons la politique industrielle, allons pour la politique de concurrence et laissons le marché décider. Parce qu'il y a eu des choix aussi de politique industrielle. Il y en a eu de bons. Et il y en a eu de très mauvais, quoi. Par exemple, le plan calcul en France, je ne sais pas si ça a été un choix génial à l'époque, peut-être oui, peut-être non. Concorde, c'était pas fantastique. Peut-être il y a eu d'autres choix très bons. Mais tu vois, il y avait un petit peu
parce que si simplement c'est le gouvernement qui décide lui-même, le gouvernement, d'abord ils ne savent pas forcément, et puis tu aides les copains, et puis voilà, et ça peut aller contre la concurrence. Donc tu veux vraiment, si tu fais de la politique industrielle, tu dois la faire d'une manière qui biaise la concurrence le moins possible, et qui laisse... Alors, par exemple, pour les projets de recherche, on a l'ERC, le Conseil de recherche européen, où tu as des jurys internationaux. Tu pourrais imaginer aussi des mécanismes de type ERC pour sélectionner des projets industriels, tu vois. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il faut faire en sorte de limiter, disons, d'éviter les travers, de limiter les travers des mauvaises politiques industrielles. Voilà. Trop colbertiste, trop... tu vois, moi je décide. Voilà. Donc c'est parce qu'il y a eu des fois des mauvaises politiques industrielles que souvent certains ont dit évitons-les complètement. L'État ne doit intervenir que de manière horizontale, éducation, subventions peut-être à des mécanismes de financement, par exemple subventionnons le capital risque, faisons des Small Business Act, tu sais, où on permet aux entreprises de se renflouer en mauvaise période. C'est avec beaucoup de gens, moi j'ai entendu plusieurs ministres des Finances dire « moi je déteste la politique industrielle parce que j'ai peur de tomber dans ces travers, c'est-à-dire de dire je choisis le mauvais cheval et je persiste dans le choix du mauvais cheval. » Mais je crois qu'on peut quand même, surtout au niveau européen, avoir des politiques industrielles qui limitent justement le risque de persister dans des mauvais choix. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir sérieusement à la gouvernance de la politique industrielle. Donc la DARPA est un instrument qui a prouvé, qui a montré qu'il était efficace de ce point de vue-là. Comme le temps file, on va juste peut-être une dernière question par rapport à des choses que vous avez dites. J'ai quand même l'impression que vous avez l'air de suggérer que les petits acteurs sont souvent plus source d'innovation verte que les grands acteurs, les grandes entreprises qui persistent finalement dans des voies de développement qui ne sont pas forcément les plus vertueuses. Alors, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a des grandes entreprises qui ont beaucoup innové dans les technologies polluantes dans le passé, et donc spontanément, elles tendent à continuer d'innover dans des technologies polluantes dans le futur. C'est évident que les nouvelles entreprises n'ont pas ce problème-là, puisqu'elles n'ont pas pris les mauvaises habitudes. Donc, de ce point de vue-là, elles ont vocation à... elles ont moins ce problème, quoi, voilà, disons, de trappe, j'appelle ça de dépendance au sentier, de dépendance au passé, voilà. C'est ça l'avantage des petits, quoi. Et également, il y a un autre problème, c'est que les petits souvent ont des contraintes de but, des contraintes de crédit. Elles ont du mal, c'est celles qui ont le plus besoin d'aide à l'innovation. Les grandes entreprises, elles ont accumulé du capital, elles peuvent s'autofinancer, donc c'est vrai que, mais ça ne veut pas dire qu'il faut aider que les petits. Je pense que voilà, les stratégies de politique industrielle doivent surtout chercher l'innovation de rupture, quoi. Pas dire simplement je finance des petites entreprises parce qu'elles sont petites, quoi. Et il faut une politique de PME, mais je pense que ça doit pas être uniquement, le critère ne doit pas être uniquement la taille de l'entreprise. Il doit être aussi est-ce que c'est très innovant, est-ce qu'ils sont sur des innovations de rupture. Et on sait qu'on a maintenant des outils pour regarder est-ce qu'elle peut être petite, mais en même temps je veux que ce soit une entreprise qui va après des innovations de rupture, dans du high-tech par exemple. Et souvent, par exemple, ce qui se prétend être des DARPA en Europe, qui est le Conseil d'innovation européen, eh bien, se cantonne beaucoup à des entreprises PME, très bien, qui font des choses très utiles, mais qui sont dans le mid-tech incrémental. Donc il faut qu'on ait des mécanismes également chez nous pour pousser le financement d'innovation de rupture high-tech. Voilà. Et c'est pas juste dire je soutiens les PME, point barre. Voilà. Ça ne peut pas être juste ça. Mais nous allons juste conclure pour avoir le temps de prendre les questions du public. Donc déjà, merci pour votre disponibilité. Si vous me le permettez, juste avant de vous laisser collectivement la parole, j'aimerais conclure avec quelques mots. Parce qu'effectivement, quand nous avons commencé ce cycle de conférences le 4 février, l'élection de Donald Trump aux États-Unis nous laissait pressentir que nous entrions dans une nouvelle ère. Et un mois plus tard, le 6 mars, nous voyons méduser que les institutions démocratiques des États-Unis étaient mises sous tension. Et depuis, l'histoire n'a pas cessé d'accélérer. C'est surtout sur ce point-là que je veux insister. C'est qu'aujourd'hui, c'est au tour de la science d'être pointée du doigt, car elle ne semble ne pas être jugée conforme aux attentes de la nouvelle administration. Et notamment les recherches sur le climat, qui sont ciblées. Peu importe les conséquences, elles bien concrètes du dérèglement, peu importe que la Californie, par exemple, soit régulièrement victime de grands incendies et que derrière les dogmes défendus... Là, c'est une chance pour nous, parce que justement, là, on a une opportunité formidable, c'est-à-dire que l'Europe peut attirer des chercheurs dans ces domaines. Je crois que là, il y a une autre chance. Donc Trump, déjà, ça nous oblige à nous réveiller et de dire devenons innovants, et en plus, une chance, nous pouvons attirer les meilleurs chercheurs.
pas juste les biologistes, la science du climat, mais même dans les autres domaines. Par exemple, l'université de Harvard cette année, que je connais bien parce que j'ai enseigné pendant 15 ans là-bas, est en hiring freeze, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recrutement, quoi. Alors qu'ils ont un capital énorme, mais eh ben, ils ne recrutent pas de profs, etc. Donc nous, ça veut dire qu'il y a des gens de grande valeur qui ont terminé leur doctorat, qui vont essayer de postuler pour des professeurs. Nous devons les attirer chez nous. Et donc, là se pose le problème de la recherche fondamentale. Ce que j'ai oublié de dire aussi dans Draghi, c'est qu'il y a en Europe un sous-financement dramatique de la recherche fondamentale. Nous n'investissons pas assez en recherche fondamentale et dans l'université. Nos universités sont pauvres par rapport aux universités américaines. Et donc, il faut absolument que nous puissions investir. Alors évidemment, vous allez me dire sur le budget, comment on peut résoudre un peu le problème. Alors, c'est évident, il faut que dans certains domaines, on va devoir en France, par exemple, ou dans d'autres pays européens, eh bien, faire certaines réformes. Les Italiens, avec Prodi, avaient fait cette réforme de l'État. Ils avaient eh bien, des réformes un peu administratives pour essayer de rendre l'État plus efficace. Et moi, je pense qu'il y a des domaines où on peut rendre l'État plus efficace. Donc, il y a des domaines où on peut avoir une culture de la performance de la dépense publique. Voilà. Il n'y a pas une culture chez nous de l'évaluation de la dépense publique. Et il faudrait qu'on puisse évaluer l'efficacité de la dépense publique. Est-ce que les tests PISA augmentent dans l'éducation? Non, ils n'augmentent pas. Bon, pourquoi? Comment on peut faire qu'ils augmentent? La santé, est-ce qu'on a des bonnes performances ou pas? Comment on pourrait les améliorer? Là, on a mis tant de moyens là-dedans. Est-ce qu'on a eu un retour ou pas dans ce qu'on a mis? Alors, si on n'a pas eu le retour, peut-être qu'on repense, tu vois. Et donc là, je pense qu'il faut une vraie culture de l'évaluation de la dépense publique. Il y a des domaines où il faudra investir davantage. Je pense que dans l'éducation, on sous-investit, les profs sont mal payés. Je pense qu'il va falloir vraiment investir dans l'éducation, parce que l'éducation, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des Einstein perdus en France, c'est-à-dire des enfants très, très, très doués, mais qui n'ont pas le bagage ou le savoir ou l'incitation à devenir des innovateurs, et qui pourraient le devenir si on mettait les moyens nécessaires, si on donnait le suivi, etc. Là, il y a un gros investissement à faire, et c'est un investissement de croissance. Il y a un énorme retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on va générer beaucoup plus qu'on va dépenser. Et puis il y a d'autres domaines. On a beaucoup plus de fonctionnaires en France qu'on en a en Allemagne. Est-ce que alors, il y a des domaines où il faut l'enseignement, la santé, le régalien. Voilà, il y a des domaines où on a besoin. Mais il y a peut-être des domaines où c'est pas indispensable d'avoir autant de fonctionnaires. Voilà, peut-être localement dans les municipalités, c'est peut-être pas indispensable d'en avoir autant. Alain Juppé disait que quand il a dû négocier la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux, il avait 50 personnes autour de la table. Est-ce qu'il fallait qu'il ait 50 personnes? Il pouvait en avoir 10. Ça n'aurait pas empêché la construction de la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux. Voilà. Donc il y a certainement, il faut repenser, faire ce que les Canadiens ont fait. Les Suédois ont fait une réforme de l'État. Les Canadiens ont fait une réforme de l'État. Je pense que nous devons aussi faire une réforme de l'État pour mieux dépenser. Mais l'idée n'est pas de dire qu'il faut un État plus petit. Il faut un État qui a une vraie culture de l'évaluation de la qualité de la dépense publique et il faut allouer davantage à l'éducation et avec une bonne gouvernance des écoles. Il faut allouer davantage à l'université avec une bonne gouvernance des universités. Ça c'est des dépenses qui donnent de la croissance. Voilà. Et peut-être qu'il y a des endroits où on dépense inutilement, où on n'évalue pas certaines dépenses. Il y a des dépenses qu'on a faites, des projets qu'on a commencés, qu'on ne s'est pas arrêtés, et dont on n'a même pas regardé si c'était rentable ou pas. Et on n'a pas cette culture-là. Et Draghi, c'est cet esprit-là. Draghi a pu aller négocier, quand il était Premier ministre, des crédits européens, parce qu'il a dit, regardez, en Italie, moi j'ai une gestion sérieuse. J'ai une gestion sérieuse des fonds, de l'argent public. Et donc, je suis crédible. Et lui, son contrat, c'est de dire, il faut que les pays, individuellement, montrent du sérieux. Et à ce moment-là, on a une capacité d'endettement européen. Vous voyez, on s'est endetté pour le Covid. Là, il y aura peut-être un endettement pour la défense. Mais on peut le faire d'autant plus facilement qu'on montre du sérieux dans la gestion des deniers publics. Voilà. Et je crois que ça, c'est vraiment une culture que nous n'avons pas encore, quoi. Mais c'est vrai que si vous dites simplement, Jean, il faut réduire la dette publique, point barre, c'est pas intéressant. Non, il faut maîtriser la dette publique et maîtriser la dépense publique pour l'orienter mieux dans des dépenses, transition énergétique, éducation, recherche, voilà. Et il faut aller, intelligence artificielle, voilà les domaines qui sont porteurs. Et c'est ça qui nous manque, c'est une stratégie
C'est pas juste dire réduire la dette publique, non. C'est quelle est la stratégie de gestion des dépenses publiques, voilà. Et nous n'avons pas encore une bonne politique pour ça, voilà. Donc, l'arrivée de Trump serait une opportunité. Il s'agit de transformer une crise, justement, en un pont d'or, c'est ça, pour attirer aussi des nouveaux chercheurs? Ah oui, on a une opportunité formidable. D'accord. Là, il y a eu ce chercheur français qui n'a pas pu rentrer aux États-Unis parce qu'il avait dans son téléphone portable, ou cette chercheuse turque à Somerville qui a été arrêtée parce qu'elle avait participé à une manifestation et on lui a enlevé son visa. Enfin, voilà, nous, il faut qu'on montre que nous, en Europe, on peut donner des conditions aux chercheurs, mais il faut aussi leur donner des moyens. Et vous savez, à propos de ça, il y a eu un collègue qui s'appelle Antonin Bergeau, il a produit un papier très intéressant sur les laboratoires d'excellence, les LABEX. Ça s'est passé créé sous Sarkozy. Bon. Et là, il y a eu ce qu'on appelle les laboratoires d'excellence. Et les jurys internationaux décident qu'un certain nombre de laboratoires, enfin, de projets de laboratoires, méritent d'avoir des financements. Et grâce à ça, ces laboratoires d'excellence, en France, ont pu attirer des très bons chercheurs internationaux et vraiment se financer. Eh bien, cette étude montre que ça a eu un impact très important sur l'innovation des industries qui étaient à la fois technologiquement et géographiquement proches de ces laboratoires d'excellence. Autant le crédit pour recherche, pour le moment, on n'a aucune idée si ça a aucune efficacité, mais aucune idée. Hein. Mais par contre, les LABEX, alors là, on sait que ça a été vraiment efficace. Quoi. Et ça a vraiment ciblé de l'innovation de pointe. Donc on sait qu'il y a des choses comme ça qui marchent très bien. Et qu'il faudrait donc bon, une fois qu'il y en a qui marchent, il faut le dire quand même. Oui, tout à fait. Je vais directement donc passer aux questions, puisqu'on va manquer de temps. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Je vais passer avec un micro pour ceux qui souhaitent s'exprimer, mais s'il n'y a pas de questions, s'il y en a une là-bas, j'arrive.